La santé. C'est Martha Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Bonjour, Yaorana, c'est Martha Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française et professionnelle de santé. Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Et aujourd'hui, l'invité, l'expert que j'ai choisi pour nous, est Éric Goduchot, épidémiologiste. Bonjour Éric. Bonjour Martha. Eh bien, dans le vif du sujet, une question qui m'intrigue et je pense qui va éclairer beaucoup de gens. Mais c'est quoi un épidémiologiste ? Alors, un épidémiologiste, c'est avant tout un chercheur. Un chercheur qui s'occupe de la santé. De la santé des individus. Donc, tout le monde comprend qu'il faut bien trouver des médicaments, par exemple. Et de la santé des populations. Combien il y a de gens malades ? Qu'est-ce qui aggrave la santé des populations ? Qu'est-ce qui protège la santé des populations ? Et est-ce, quand on agit sur la santé des individus, médicaments, tests de dépistage, sur la santé des populations, politique de santé publique, etc. Est-ce que ça marche ? C'est bien d'agir, mais il faut vérifier que ça marche. Eh bien, c'est les épidémiologistes qui vont appliquer une méthodologie scientifique très rigoureuse, très précise, standardisée. Dans le monde entier, on pratique de la même manière, parce qu'on a étudié quelles étaient les méthodes les plus fiables pour pouvoir répondre aux différentes questions. Et ensuite, on va fournir des données. Donc, prioritairement, elles doivent être fiables, si on peut le plus précis possible, aux acteurs de santé. Les médecins, quand c'est pour la santé des individus, les gens de santé publique et les ministères, quand c'est pour la santé des populations. Ah, merci. On y voit un petit peu plus clair. Mais par exemple, toi, dans ton parcours, dans ton travail de tous les jours en tant qu'épidémiologiste, quelles sont les compétences, les spécificités pour faire ce métier ? Alors, c'est une formation qui dure au minimum 5 ans, 6 ans. Hein. C'est niveau master minimum. En règle générale, on va jusqu'à la thèse et on va apprendre la méthodologie scientifique. Et la méthodologie scientifique, l'étude scientifique, ça va demander des compétences particulières. En informatique, il n'y a pas d'épidémiologie. L'épidémiologie moderne n'a pu se développer qu'à partir de l'informatique. Parce que faire des petits calculs à la main, c'est facile, avec un ordinateur, surtout quand il y a beaucoup de monde. Puis la deuxième chose, c'est qu'on doit maîtriser parfaitement les statistiques et tout ce qu'on appelle une rigueur méthodologique. Et on met à peu près 5 ans pour le faire. On a aussi des qualités, c'est-à-dire que l'on doit être en permanence en train de critiquer. C'est-à-dire on vérifie toujours les limites et les biais de tout ce qu'on fait. On remet en permanence en question la connaissance. Et on doit toujours viser l'intérêt général. On est neutre, on ne s'intéresse pas aux individus. C'est l'intérêt général. Ce qui fait qu'on a un comportement qui parfois peut être un petit peu gênant parce qu'on ne s'occupe pas des individus, des hôpitaux, etc. C'est toujours l'intérêt général qui prime. Et quand on se pose une question scientifique, ce n'est pas les avis des gens, les hypothèses des gens qui priment, c'est les données. Donc très souvent, on va dire, on ne sait pas. Si la littérature scientifique, il n'y a pas de données, on doit être capable, la première des qualités d'un épidémiologiste, c'est de dire, je ne sais pas. Et parfois aussi peut-être de ne pas conclure quand on ne peut pas conclure. Voilà. Et du coup, le fait de ne pas conclure, par exemple, ce n'est pas forcément que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai, mais que on ne sait pas. On n'a pas les connaissances aujourd'hui, il faut travailler pour pouvoir conclure. C'est
c'est une chose qui est avantageuse pour un épidémiologiste. Imaginez bien qu'un médecin, il ne peut pas vous dire je ne sais pas, je ne peux pas conclure. Il faut qu'il s'occupe de vous. Oui. D'où le fait qu'on va également travailler avec les médecins pour, là, cette fois-ci, pas faire ce qu'on appelle un travail scientifique, mais les aider à proposer des recommandations. Et cela, nous, on va apporter notre méthodologie. Déjà, on va leur dire, voilà, la connaissance qu'elle dit. Et après, on a mis en place, et en France, on n'est pas mauvais, sur une méthodologie pour faire ce qu'on appelle un consensus, pour donner des recommandations. Dans le cas d'un consensus, par exemple, on n'a pas de données scientifiques suffisantes pour répondre. Les médecins, ils ne peuvent pas se contenter de ça, il faut qu'ils guérissent les gens. Oui. Donc, on réunit tous les spécialistes autour d'une table, et en gros, on va essayer, avec leur connaissance dans leur tête, à trouver une solution qui, en attendant que la science puisse fournir des données, va nous permettre d'agir le plus positivement possible. Et là, dans cette démarche-là, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas les grands spécialistes qui viennent donner leur avis, pas du tout. C'est tout un processus où on va demander à une communauté à écouter les autres. On va travailler de manière anonyme. Puis après, ils vont écouter l'avis des autres, ils vont remettre en cause et ils vont discuter ensemble pour qu'à la fin, on puisse garantir que le consensus a bien respecté l'avis de tout le monde. Et ce qui garantit qu'on a un consensus qui n'est pas déformé par des personnes qui parlent plus fort, qui sont soi-disant plus importantes. On s'assure de la qualité du consensus. Et ça, c'est les épidémiologistes qui ont insisté pour qu'on arrive à cette méthodologie. Merci beaucoup, Eric. Alors, je me posais une question. Est-ce que il faut être médecin pour être épidémiologiste dans les pays? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut l'être sans être docteur en médecine ou Ça n'a rien à voir. En France, dans la tradition française, les épidémiologistes comme les spécialistes de santé publique, culturellement, ils sont issus du corps médical. Chez les anglo-saxons, qui sont un peu plus en avance, les Canadiens, pas du tout. C'est même parfois, pour certains postes, pas recherché. Et il y a, pour les collègues qui ont fait une formation de médecine et qui sont devenus épidémiologistes, il a fallu qu'ils tranchent. On ne peut pas faire les deux. La démarche n'est pas du tout la même. Un épidémiologiste parle d'intérêt général, de population, de données générales. Un médecin, il s'occupe de vous, pas monsieur c'est moyen. mon taoté, quoi. Voilà. Il faut qu'il s'occupe de moi. Et dans l'intimité. C'est-à-dire qu'il y a le secret médical, alors qu'un épidémiologiste, la première des choses qu'il va faire, c'est de donner tous ses résultats à la communauté. Parce que le critère, l'étape ultime de la validation de la connaissance scientifique, c'est qu'elle soit critiquée par tout le monde et répétée. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans la même démarche. Et tous mes collègues qui ont fait médecine et qui ont fait épidémiologie m'ont dit, je leur demandais, moi, je ne suis pas bien. Et ils me disaient, non, on va voir un médecin. Pourtant, ils étaient médecins. Parce que la médecine, c'est une pratique de tous les jours. Oui. On ne peut pas être médecin. Chacun son rôle dans la santé, finalement. Et la médecine, c'est très exigeant. C'est une pratique, c'est beaucoup de pratique. C'est beaucoup d'études, mais c'est aussi beaucoup de pratique. Très bien. Alors, tu nous as dit, c'est d'apporter un petit peu ces données qui vont servir à différents acteurs dans la prise en charge de la santé d'un individu à l'échelon vraiment un patient, une patiente, une femme, un enfant ou alors population. Et du coup, ces données, en fait, à quoi elles vont servir un peu plus précisément? Alors, avant de se poser la question à quoi elles vont servir, on va réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'on attend de ces données? Évidemment qu'on veut des données qui soient fiables. C'est-à-dire qu'on va commencer par avoir des données solides. C'est ce qui caractérise en fait la médecine moderne. La médecine moderne, c'est simplement la médecine qu'on a toujours pratiquée depuis des siècles, mais on a dit, ça suffit. Chacun y allait de son avis, chacun disait, on a dit, maintenant il faut qu'on parte sur un corpus de connaissances qui soit validé. Donc on a demandé à la recherche, parce que c'est la recherche qui garantit d'avoir des données validées, solides, robustes et qui sont neutres. Il n'y a pas d'avis personnel, etc. Donc on fournit ces données au médecin. Imaginez bien qu'un médecin il a envie d'utiliser un médicament dont on sait que ça marche.
Il y a plutôt intérêt quand même, hein, Voilà. surtout si c'est un peu urgent, c'est grave, il faut vraiment quelque chose Voilà. dont on est sûr que ça marche. Hein. Plus la maladie est grave, plus on va être sûr que les outils qu'on utilise, alors un médicament, une chirurgie, de la radiothérapie, mais beaucoup d'autres techniques, hein, l'hypnose, la méditation. Et si on propose à son patient, on va être sûr que ça apporte quelque chose. Les gens de santé publique, on va leur dire il y a des problèmes, mais déjà il faut qu'ils connaissent l'ampleur du problème. Combien il y a de femmes qui fument en Polynésie? Combien il y a de femmes qui fument alors qu'elles sont en grossesse? Malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on regarde, on est les premiers au monde dans Non, le pays occidental. pas heureusement, malheureusement, Voilà. on est Donc les premiers il faut bien au le monde. mesurer. Oui. Voilà, il faut savoir. Par exemple, en Polynésie française, on n'a pas de problème d'automédication chez la femme enceinte. Alors qu'en France, c'est-à-dire que les femmes, la culture polynésienne protège d'un comportement où on aurait tendance à prendre des médicaments comme on veut. Voilà un point très positif. On l'a découvert. Moi, je ne D'accord. croyais pas que ça existait. Ok. C'est Mata qui m'a dit « méfie-toi ». Et on a découvert qu'il n'y avait pas Oui, d'automédication. pendant la grossesse, les femmes culturellement ne prennent aucun médicament. Hein. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. J'aimerais juste qu'on résume un petit peu. Tu nous as parlé de fiabilité, de répétabilité, de vraiment garantir des données scientifiques parce que, on a vu avec la pandémie aussi, ça y allait dans tous les sens. Il fallait être capable de dire qu'est-ce qui était sûr, qu'est-ce qui était vraiment fait rigoureusement, dont on pouvait se fier à certains résultats. Du coup, quelle est la procédure? Donc, ça passe comment? Alors là, Ça je se vais passe comment? En décrire... quelques points. Hein. Je vais décrire ce qu'on doit faire en théorie. Après, je vous expliquerai la réalité. Alors, en théorie, on va écrire un protocole. Et ce protocole doit... Un protocole de quoi? Alors, on doit... Un plan. Un Comment plan, mais on pour faire fait quoi? Une recherche. On se parle pose d'une recherche. Donc, Voilà. on va faire une expérience, une on se pose expérimentation. question. Est-ce que ce médicament est efficace? Ok, donc on va faire une recherche. On va faire une recherche, Un protocole, écrire un protocole, donc le plan, un plan, oui. qui lui doit suivre des recommandations internationales. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme on veut. Ok, très bien. au Rigueur, niveau méthode, mondial, chaque question standard. de santé, il y a un protocole standard et depuis une quinzaine d'années, il y a même un site web sur lequel ils sont mis. Donc, D'accord. c'est accessible à tous. Ensuite, on va vérifier qu'on s'est donné les moyens, c'est-à-dire est-ce qu'on a assez de patients. Ok. Ensuite, on va appliquer ce protocole. On va alors écrire un article comme un article de journal, mais dans une revue scientifique. Cet article, avant d'être publié, il va être regardé par un comité de lecture de la revue qui va désigner un expert mondial, en règle générale, qui va lire et qui va, pendant 6 mois, voire 1 an, discuter avec les auteurs pour corriger. Jusqu'à 1 an quand même. Oui, en règle générale, c'est 1 an. D'accord. Alors, sur le Covid, ça a été un peu plus rapide. Donc, pour avoir plus de précision ou pour vérifier certaines Ils choses. vérifient tout. D'accord. Dans les meilleures revues au monde, par exemple, qu'on appelle le British Medical Journal, c'est 3 referees. Et quand D'accord. vous faites un travail, vous avez un biostatisticien, D'accord. carrément. Vous avez des spécialistes. Alors, on a beaucoup de débats. Est-ce que les referees doivent être anonymes ou pas? Oui. On conserve l'anonymat, mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais en règle générale, dès que vous avez une très bonne revue, les referees, c'est très bon. Vous avez vu que le Lancet, par exemple, a fait des petites bêtises durant le Covid parce que sa politique n'était pas la bonne et il a annoncé qu'il corrigeait sa politique. Entre-temps, le British Medical Journal lui a donné une petite leçon en lui disant comment il fallait faire. Donc c'était rigolo, mais c'est pour dire que... Mais ça montre bien comment on fonctionne. Ok, donc il y a C'est cette que la étape. communauté se sent responsable du travail des autres et Ok. critique. D'accord, Voilà. donc il y a cette l'article- étape. L'article n'est pas encore sorti en fait. Ah non, et- elle est toujours en préprint, Voilà. comme on dit. Voilà, hein. on dit en préprint, il peut être déposé. Alors on peut aussi le soumettre à critique À cette étape-là. hein. à toute la communauté. On le met Ok. sur un site web, on appelle ça un préprint. Mais là, ils ne sont pas corrigés. Une fois qu'ils ont été corrigés, qu'ils sont publiés, on va dire, ben voilà, on a mis la connaissance, c'est pour tout le monde. Non, non, non. La première fonction de publier, c'est de resoumettre à critique, non pas à 1 ou 2 personnes, mais à l'ensemble de la communauté, qui va pouvoir, si elle n'est pas d'accord, écrire à la revue et dire, attendez, là, il y a une erreur, et on corrige. Ok. Ensuite, cet article va fournir des données. Ces données, si elles sont les premières au monde sur le sujet, on va considérer que ce sont des résultats, mais que ce n'est pas une connaissance scientifique, c'est un résultat. L'ultime étape pour qu'une connaissance scientifique, un résultat scientifique devienne de la connaissance, il faut obligatoirement qu'il soit en cohérence avec d'autres études. On appelle ça la cohérence externe. Il faut que d'autres études qui aient fait à peu près la même chose disent la Elle même chose. aussi un peu la même chose. Voilà. Que ce soit cohérent.
le truc ultime, le top du top, c'est qu'une autre équipe dans le monde, ailleurs, répète quasiment la même chose et retrouve le même résultat. Là, à ce moment-là, on va considérer que la donnée est vraiment fiable. Donc on voit bien que c'est un long parcours et à toutes les étapes, on doit suivre des protocoles très rigoureux, etc. Donc ce n'est pas une seule étude, même si c'est un premier grand résultat qui fait que c'est un fait. Voilà, et en plus de cela, c'est que quand on a fait un fait... Il y a plusieurs études qui disent la même chose, et là on peut être sûr que ce n'est pas juste un résultat peut-être... C'est un travail collectif. Ouais, collectif. C'est la critique et le travail des autres chercheurs qui va dire si notre travail est bon. Vous imaginez qu'il faut un petit peu d'humilité, sinon ça ne marche pas. Et vous avez le devoir, l'obligation éthique d'aller critiquer le travail de quelqu'un. Parce que c'est votre critique qui va montrer que, eh bien, il est solide, il est bon. D'accord. C'est pas une habitude dans notre société. D'accord, et on va finir sur ce petit mot de la fin. J'aimerais quand même rajouter une petite chose. Dis-nous. Ça, c'est une version très jolie. Oui. Dans la réalité, tu nous avais dit. Eh oui, dans la réalité, 95% et sous le Covid, c'était 99% des études sont soit inutiles dès le départ. Ouais. Dès le départ, elles ne peuvent rien apporter. Soit elles sont fausses, parce qu'il y a des grosses erreurs. Soit c'est des fausses études. Il y a beaucoup de fausses études. On a des revues qu'on appelle prédatrices. Il y a 2 ou 3 000 revues sur une des listes que j'ai pu consulter, qui sont des revues qui sont uniquement là pour récupérer de l'argent. Donc il n'y a pas de comité de lecture, il n'y a pas de ça, et publient n'importe quoi. Et pour autant, il faut se rassurer, il en reste beaucoup d'intéressantes, parce que le phénomène très typique en médecine, c'est qu'il y a des milliers d'études qui publient tous les jours. Dès qu'on se pose une question, on a des milliers, pas des dizaines, mais des milliers d'études. À la sortie, il nous en reste souvent une dizaine. Donc le premier problème, et la première des choses qu'on va apprendre ou faire, nous, quand on est épidémiologiste, c'est aller rechercher toutes ces études, pas en oublier, et trier. Et vous voyez, le tri, c'est sur 100, on va en garder 10. Une dizaine, et on va en utiliser 5, 1 ou 2. Et parmi les étudiants qu'on a à l'école de sage-femme, parfois on arrive à aucune 0, étude. Ouais. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. C'est lié à des habitudes culturelles. En médecine, c'est lié au fait que les médecins, ils aiment bien se rassurer en faisant de la recherche. C'est lié, il ne faut pas le... Donc c'est la réalité finalement. C'est la réalité, Big Pharma, il etc. nous en reste un petit peu encore. Oui, demandez à nos étudiants, ils trouvent que ce qui reste de bon, c'est encore beaucoup, parce qu'il faut les lire cette fois-ci. Mais il y a un obstacle important, et j'insiste beaucoup, parce que c'est ce qui est souvent à l'origine de mauvaises communications, de transmission de fausses informations, c'est que les gens qui cherchent à s'intéresser, en fait, n'ont pas ce savoir. Et ne se rendent pas compte qu'ils s'appuient sur des mauvaises sources d'informations. Et les médecins ne savent pas le faire. D'où en 2009, une grande réforme dans la médecine, les études de médecine, on a mis ce qu'on appelle la lecture critique d'articles en place. Obligatoire, ça représentait 10% des points du concours. C'était loin d'être négligeable. Ça a été difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Et on a vu qu'au Covid, les épidémiologistes ont encore des progrès à faire dans la formation. Mais on voit que ça, c'est en train d'évoluer, mais on part de loin. D'accord, eh bien, merci beaucoup Eric. Donc aujourd'hui, on a un petit peu découvert ton métier, épidémiologiste, ce que tu nous apportes dans la santé, c'est-à-dire que tu es vraiment en amont à la base finalement, de pouvoir avoir des connaissances, des faits scientifiques bien solides, en tout cas le plus fiable et le plus précis possible. Ce n'est pas toujours évident, pas forcément idéal, mais on s'y retrouve et heureusement, et on obtient notre médecine moderne. Eh bien, je te remercie. Et quant à vous, nos amis auditeurs, nos amis qui nous suivent sur Internet, je vous dis à très bientôt parce que ce n'est pas fini. Nous retrouverons Eric dans votre prochaine émission, Yaorana. La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie déjà.
d'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. Ça a été difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Qui sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission santé, Yaorana.